Allez, à partir de 30 participants, on y va. Le seuil. Allez. Du coup, bonjour à tous, à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on est tous présents pour un webinaire, dans lequel, Louise, ici présente, va intervenir pour nous présenter, un éco-concept sur la thématique de l'alimentaire. Alors je la laisserai se présenter juste après. Pour me présenter moi, d'abord, c'est un peu mal poli, mais bon, comme j'anime, je passe par moi d'abord. Donc je suis ingénieur chef de projet éco-conception, je m'appelle Florian Ribeiro. J'ai une spécialisation, dans mon activité dans la communication environnementale, la conception mécanique et électronique et donc j'accompagne les entreprises sur cette thématique et ça m'arrive, parfois, d'animer, ce genre d'événements, donc comme des webinaires, des ateliers ou autres. Donc voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le pôle éco-conception, on est, le centre de ressources national sur la thématique de l'éco-conception et on a en gros, 2 volets d'action. Je vais faire des regroupements dans ce que vous voyez à l'écran. On a un volet plutôt mission qui est notre mission, qui est de développer l'éco-conception sur le territoire français avec tout ce qui est, action, consolidée, inspirée, stimulée avec des webinaires, des ateliers, des événements, des développements d'études sur les thématiques liées à l'éco-conception et donc c'est dans ce cadre, qu'on intervient aujourd'hui et on a un deuxième volet, qui est plutôt d'accompagnement directement des entreprises qui est lié à de la formation, de l'accompagnement, pour la mise en œuvre de l'éco-conception. Et donc aujourd'hui, dans notre webinaire, ce sera Louise, ici présente, qui va intervenir pour nous présenter, l'éco-concept qu'elle a réalisé, sur un sujet qui est vraiment sa spécialité. Bonjour à tous, merci Florian pour la présentation. Donc Louise Gilbert, je suis ingénieure conseil au pôle éco-conception et particulièrement sur la filière alimentaire en fait, puisque je suis agronome de formation spécialisée dans l'environnement. J'ai également eu une première expérience en système de management environnemental, en usine, agroalimentaire. Donc ça m'a permis, d'aborder aussi les problématiques, de transformation plutôt industrielle avec une approche, plutôt usine. Donc ce qui est intéressant aussi, à avoir dans son bagage et donc au pôle, j'essaie de justement, lier la thématique, du vivant avec, l'éco-conception. Donc on va voir que la filière alimentaire, de par son fort lien avec le vivant, a beaucoup de spécificités à prendre en considération pour être pertinent d'un point de vue de stratégie et des outils qu'on utilise. Donc aujourd'hui, merci Louise pour la présentation. Donc c'est toi qui vas essentiellement parler et expliquer, des éléments dans notre présentation aujourd'hui. Moi, je serai là essentiellement pour animer. Si vous avez des questions, sur ce que Louise présente, je vous laisse, les noter dans le chat. Soit moi je les dirai directement, pendant la présentation, soit on prendra un temps à la fin, d'environ 15 minutes pour répondre à ces différentes questions. Et pareil, c'est en fonction de la quantité de questions qu'on verra, soit on vous donnera directement la parole, soit si vraiment il y a beaucoup de questions, je ferai des regroupements et je les poserai moi directement à Louise. Donc vas-y Louise, tu peux attaquer, la première partie. Ça marche. Donc pour remettre aussi un petit peu dans son contexte, l'éco-concept, c'est, une petite synthèse en fait d'un travail qui est réalisé sur une thématique. Donc on a eu l'occasion d'en développer d'autres au pôle et l'objectif de ce webinaire, c'est vous présenter cet éco-concept. Donc comment il est construit, qu'est-ce que vous allez pouvoir lire à l'intérieur de cet éco-concept. Donc premièrement, l'alimentation est au carrefour de plein d'enjeux. Donc l'environnement, c'est une partie forcément très importante, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont cruciaux dans la filière, notamment la partie économique, la partie sociale, éthique et la partie santé. Donc là, spécifiquement, quand on fait de l'éco-conception, on s'intéresse à la partie environnement, mais dans l'alimentation, on va voir que c'est des sujets un petit peu indissociables et que parfois c'est vraiment important d'intégrer aussi quelque part ces enjeux, ces autres enjeux. Donc pour vous présenter un petit peu le cycle de vie d'un produit alimentaire, donc
en éco-conception, on réfléchit toujours par étapes du cycle de vie. En alimentaire, la petite particularité, c'est surtout sur cette première partie du cycle de vie. On est sur l'agriculture, là où sur d'autres produits, on serait sur peut-être de l'extraction de matière ou d'autres types de matières premières. La spécificité, c'est surtout que dans l'agriculture, qui dit agriculture dit vivant. Donc, on va avoir une matière première qui sera issue du vivant. Donc, c'est là aussi qu'on va avoir des enjeux tout particuliers. On peut aussi retrouver des enjeux vivants dans le textile, par exemple, sur des fibres animales ou végétales. Donc, il y a certaines filières qui ont déjà un petit peu ces problématiques-là, mais c'est là aussi qu'on va voir qu'il y a des spécificités. Ensuite, une fois qu'on a nos matières premières, il va y avoir une étape de transformation qui peut être de la conservation, de l'apertisation, qui peut être voilà, de la préparation, du découpage, de la stérilisation, etc. Donc là aussi, il va y avoir forcément des impacts au niveau industriel, au niveau usine. Ensuite, on va retrouver la logistique qu'on retrouve un petit peu partout dans le cycle de vie, hein, puisqu'il va y avoir forcément de la logistique aussi, des matières premières, aussi de transformation jusqu'à la distribution, jusqu'à chez le consommateur. Donc, on va la retrouver un petit peu partout sur le cycle de vie. Là aussi, il y a des enjeux. On va voir que l'alimentaire aussi, il y a des spécificités du par le fait que, comme on consomme l'aliment, il y a aussi des caractéristiques importantes sur l'emballage, par exemple. On va avoir besoin de certaines propriétés importantes, etc. Il y a aussi une phase d'impact à la consommation chez soi, en fonction de si on a besoin d'eau, de réfrigérer notre produit ou de le consommer chaud. Il peut y avoir aussi un impact également. Et on va avoir ensuite notre fin de vie. Donc là, ça sera soit la fin de vie de l'aliment, du produit, donc on va plutôt parler de gaspillage alimentaire, soit la fin de vie de l'emballage qui, elle, sera comme une fin de vie classique, disons-nous. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les spécificités de la filière alimentaire dans l'éco-conception. Justement, on va voir quels sont les points importants à intégrer quand on se lance dans l'éco-conception dans cette filière. Est-ce que tu pourrais nous donner, Louise, des petits exemples concrets, du coup? Oui, tout à fait. Donc, je vous ai mis des petits exemples histoire de vous donner un peu faim avant midi. Donc, j'ai pris des screens de, en fait, Agribalise, qui est un outil développé par l'ADEME. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le webinaire. Et c'est donc des résultats, on peut avoir accès à des résultats par étape du cycle de vie. Et on se rend vite compte qu'en fait, en prenant 3 exemples de produits transformés, que en fait, l'agriculture est toujours l'étape la prépondérante en termes d'impact environnemental. Vous voyez à l'écran que, par exemple, pour une pizza version tartiflette, on est sur 75% de l'impact environnemental sur l'agriculture. Et on a un impact, par exemple, à l'emballage qui est assez secondaire, disons, par rapport à ce grand enjeu qui est de l'agriculture. On a aussi un peu d'impact à la transformation. Ça dépend un peu des produits, mais on retrouve quand même cette grosse partie sur l'agriculture. Alors, on peut se poser la question, pourquoi en fait l'impact environnemental est si fort sur cette première étape du cycle de vie? C'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est les impacts environnementaux de l'agriculture et de la pêche. Quand on dit agriculture, ça comprend aussi la pêche. Et pourquoi justement c'est une étape du cycle de vie qui est fondamentale aussi quand on fait de l'éco-conception alimentaire. Donc, quand on est une entreprise qui développe un produit alimentaire, c'est crucial de s'intéresser aussi à l'amont de notre production. Et pourquoi l'agriculture représente un enjeu aussi considérable en termes d'impact? Ça s'explique de plusieurs manières. Il y a une première partie donc, qui est liée aux émissions de gaz à effet de serre, donc des gaz à effet de serre qui peuvent être très puissants. Donc on retrouve le méthane qui sera plutôt en lien avec l'élevage, qui a un pouvoir réchauffant 30 fois supérieur au CO2. Donc le GWP, c'est le Global Warming Potential. Excusez-moi pour cet accent parfait. Il est parfait, il est parfait. Et donc, ça nous montre en fait que c'est des gaz à effet de serre qui ont un potentiel réchauffant très fort. Et donc, c'est ça aussi qui fait pencher la balance. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des résultats très forts. C'est qu'il n'y a pas forcément que le CO2, mais il y a aussi des gaz à effet de serre qui sont beaucoup plus puissants, notamment le protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant d'environ 300 fois le CO2, lui, qui est
En fait, la référence en termes de global warming potential, c'est considéré comme étant le numéro, enfin, juste 1. Et donc, on se rend compte que le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre, par exemple, qui est très puissant. On le retrouve notamment sur la fertilisation azotée des cultures. Donc, c'est là qu'il va majoritairement avoir un impact au niveau du protoxyde d'azote important. On retrouve aussi le dioxyde de carbone à travers les engins de pêche, mais aussi les engins agricoles. Et on va retrouver aussi l'ammoniac, qui est un sujet important en agriculture. C'est 97% des émissions d'ammoniac sont liées à l'agriculture, donc c'est une grosse partie. Et l'ammoniac, la problématique, c'est que ça va entraîner de l'eutrophisation, donc de la pollution de milieu. Et en recombinaison avec certaines molécules, ça peut provoquer des pluies acides et ça peut acidifier les milieux et donc les polluer par ailleurs. Donc c'est aussi une problématique importante. Mais la particularité aussi de l'agriculture, c'est qu'il peut y avoir un amoindrissement de ces effets, bien sûr. Donc, on peut retrouver des pratiques agricoles qui vont permettre de baisser les émissions, enfin de les baisser au maximum, et surtout aussi d'essayer d'inverser la courbe à travers de la restitution, par exemple, du carbone au sol. On peut retrouver plusieurs pratiques agricoles qui permettent justement d'essayer de stocker un maximum et d'amoindrir en fait ces effets-là, bien sûr. Et c'est ça tout ce qui est intéressant aussi dans la filière, c'est qu'on peut aussi baisser, essayer d'améliorer, de faire en sorte qu'il y ait plus de stockage de carbone possible, entre guillemets. Donc, on retrouve ces grands enjeux-là, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi des problématiques au niveau des dérèglements des cycles biogéochimiques. Donc, on va retrouver l'azote, le phosphore, le carbone. En sachant que l'azote et le phosphore sont des limites planétaires déjà atteintes, donc c'est des ressources cruciales pour le développement de la vie. Et en fait, en agriculture, du fait justement de ces fertilisations de synthèse, pour la plupart, ça va détériorer ces cycles biogéochimiques qui sont naturellement présents et qui s'autorégulent en fait dans la nature. Normalement, tout est utile, donc le cycle est en boucle fermée et en fait, chaque élément est important pour le développement de la vie. Et comme on vient un peu déstructurer ces cycles en faisant des apports en fait artificiels, disons, en fait, ça empêche un peu la résilience de la Terre et ça peut poser aussi des gros problèmes à ce niveau-là. Et donc, on a les limites planétaires déjà atteintes pour l'azote et pour le phosphore. Donc, c'est déjà des problématiques aussi importantes de cette filière. Et pareil, on peut trouver plein de pratiques agricoles qui permettent de respecter ces cycles biogéochimiques en se servant voilà, du vivant, en réintégrant des cycles, bien sûr. Donc, voilà, là, l'idée, c'est de vous présenter quels sont les potentiels impacts environnementaux. Ça ne veut pas dire que toutes les méthodes agricoles impactent de cette manière-là. Ça veut dire que, on essaie de cibler les problèmes principaux. Donc, il y a aussi un sujet au niveau de l'érosion de la biodiversité et des écosystèmes qui joue un rôle crucial en fait dans l'agriculture également, puisque on peut retrouver beaucoup de services écosystémiques rendus, donc notamment la pollinisation, c'est le plus connu par les pollinisateurs, mais il y en a d'autres. Ça peut être aussi au niveau du sol, tous les micro-organismes du sol qui permettent l'aération du sol, qui permettent la fertilisation de la terre. En fait, tout est géré de manière, tout est un cycle en fait. Les écosystèmes, c'est un peu, c'est biotope, biocénose, c'est vraiment ce qui est naturellement s'autorégule. Et donc d'enlever en fait des acteurs de cette régulation, ça peut aussi poser des problèmes par la suite. Je crois que ta slide la partie, tout ce qui est, ressources en eau, érosion des terres n'est pas passée. Ouais. Mmh. C'est bon, vous voyez? Ouais, très bien. Ok, super. Et donc, un des gros sujets aussi dans l'agriculture, c'est les ressources en eau et les érosions, enfin, l'érosion de la terre. Donc, les ressources en eau qui sont aussi cruciales et une des limites planétaires qui a été dépassée récemment d'ailleurs, de l'eau douce. Et en fait, l'agriculture consomme environ 70% des volumes d'eau
douce prélevée dans le monde. Donc, c'est aussi un enjeu très important. Et certaines pratiques agricoles qui intensifient le travail de la terre, le passage des machines sur des modèles qui, en fait, de champs qui ont la même culture sur des hectares. En fait, il y a aussi un problème de excusez-moi, de battance, comme on peut voir là sur la photo. En fait, c'est un phénomène qui va assécher la terre, qui va la rendre, euh, qui sera plus poreuse. Donc l'eau va plus s'infiltrer, mais elle va en fait glisser et emmener tous les produits potentiels qui sont sur la terre aussi. Donc qui va emmener par lixiviation les éléments et qui va potentiellement polluer les milieux environnants. Et en fait, la ressource en eau, on a tout intérêt, puisque ça va être de plus en plus menacé, disons, de aussi se servir de la terre comme élément pour pouvoir en faire en sorte que l'eau qu'on applique dessus va vraiment servir à la culture et vraiment s'imprégner et en fait aller dans les nappes phréatiques à la fin et reboucler le cycle de l'eau. C'est aussi une thématique très importante dans les enjeux environnementaux de l'agriculture. Donc Donc on voit on qu'il a y a beaucoup... vu Oui. essentiellement, ouais, on a vu l'agricole. Est-ce que tu peux remonter juste à la pizza? Je suis désolé, moi, je reviens à ce qui m'intéresse un peu. Non, je rigole. Le, voilà, on vient de voir, tu viens de nous parler essentiellement de cette étape, l'amont agricole, qui représente énormément d'impact. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans des choses qui sont intéressantes et qui prennent plus ou moins de place, donc la transformation, les transports et autres. Est-ce que peux nous parler aussi de ces sujets-là qui sont quand même secondaires, mais je pense qu'ils ont une importance quand même. Oui, bien sûr, tu as raison. En fait, l'agriculture, c'est là qu'on se rend compte, il y a vraiment plein d'enjeux environnementaux, mais parce que aussi le lien est direct avec la nature. Et puis, là, j'ai essayé de synthétiser au maximum pour pas vous prendre trop de temps là-dessus. Mais on comprend la complexité aussi des enjeux. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux environnementaux à ce niveau-là, mais ce n'est pas le seul, la seule étape du cycle de vie qui représente un impact environnemental, puisqu'il y a aussi au niveau de la fabrication du produit, donc en industrie agroalimentaire. Donc c'est aussi une industrie qui représente une grosse consommation d'eau en général, une consommation d'énergie. Et donc l'usine va impacter son environnement de par justement ce qu'on va avoir besoin pour fabriquer et de ce qu'on va émettre. Donc en usine, souvent, on a aussi des effluents, des coproduits, on va avoir des déchets. Donc l'objectif aussi de cette étape du cycle de vie, c'est de en fait répertorier quels sont les impacts entrants, quels sont les impacts sortants et les minimiser au maximum. Et ça rejoint un petit peu en fait les problématiques qu'on retrouve en industrie autre finalement. Enfin, on a l'habitude de recroiser un peu ces enjeux environnementaux-là dans des sites de fabrication de matières, par exemple. Tout en ayant justement aussi une problématique au niveau des pertes alimentaires. Donc ça va être justement amoindrir au maximum les pertes alimentaires qu'on peut avoir. Mais ça, on en reparlera, on les retrouve un peu tout au long du cycle de vie. Il y a aussi un impact environnemental à la logistique et à la distribution. Donc, il y a certes l'impact environnemental direct du transport, donc par avion, par bateau, etc. Mais il y a aussi une problématique importante qui est la problématique de souveraineté alimentaire. En fait, avec les années, enfin, avec les crises de ressources de plus en plus naissantes et les conflits, ça fragilise beaucoup aussi les exportations et les importations. On l'a vu notamment avec le début de la guerre en Ukraine il y a quelques années maintenant, que en fait le grenier donc, de l'Europe, vraiment la production de blé, les exportations de blé de l'Ukraine avaient menacé vraiment le marché du blé de manière mondiale quasiment. Et on sent qu'en fait on est très dépendant d'autres pays pour pouvoir subvenir aux besoins de notre pays. Donc, c'est important aussi d'un point de vue social et de renforcer en fait la souveraineté alimentaire de son propre pays. Donc ça vaut pour chaque pays, bien sûr. Et donc, c'est aussi un enjeu très important puisqu'on va y avoir de plus en plus potentiellement de sécheresse, d'inondations, de catastrophes comme on a pu le voir dans le nord de la France il n'y a pas si longtemps. Donc, en fait, les exportations, les importations vont se fragiliser, d'où l'importance d'arriver aussi à produire une nourriture pour un territoire.
Donc, il y a cet enjeu-là qui est important. Il y a aussi la politique environnementale des pays qui est différente en fonction du pays où on va se situer. Si par exemple on prend le Brésil avec la politique de Bolsonaro il y a quelques années, sur la déforestation pour le soja, etc. En fait, si on importe ces produits-là, en fait, on va impacter l'environnement de manière indirecte par justement en fait ces méthodes, ces modes de production qui ont pas une politique environnementale forte. Donc, par exemple, des pays du Sud qui ont pas forcément énormément de contrôle ou d'audit, là où on va avoir des pays qui ont une politique environnementale forte et soutenue. Et donc, ça peut aussi induire un enjeu environnemental déporté, disons. Donc, c'est un peu les enjeux aussi de la distribution et c'est aussi là qu'on voit que l'alimentation, en fait, c'est un enjeu très important parce que c'est ce qui nous permet de vivre chaque jour, en fait, notre alimentation. Et donc, on est aussi très dépendant de la mondialisation de plus en plus. Et donc, c'est aussi important de se remettre aussi des questions là-dessus. Il y a aussi un impact environnemental chez le consommateur et surtout les modes de consommation ont une influence sur le marché. Donc les entreprises vont faire en sorte de produire l'offre que le client veut. Donc s'il y a de l'achat, il y a de l'offre. Et donc le consommateur peut aussi influencer de par sa propre consommation. Sur le graphique que vous voyez à l'écran, c'est donc une étude de l'INRAE qui a étudié les régimes moyens d'un Français par semaine en 2019. Donc la tendance est quand même à la baisse, mais il y avait quand même une forte part de viande et de protéines animales dans ce panier et qui était un peu excédente par rapport à ce qu'on a besoin en termes nutritifs. Donc, c'était ce que l'étude voulait montrer. C'est une consommation par semaine. Donc, et en fait, c'est vrai que la consommation de viande fait une grosse partie de l'empreinte environnementale de la consommation, puisque pour faire de la viande, il faut cultiver des terres pour nourrir les animaux qui nous nourrissent nous. Et vous voyez un peu aussi l'impact de la viande, j'imagine. Donc, de par nos consommations, on peut aussi influencer le marché et aussi ça vaut par exemple pour les produits qui sont pas de saison. Ça va aussi influencer et mm, encourager les modes de production comme les serres chauffées qui vont être très consommatrices d'énergie. Et en fait, en continuant ces achats, ça va continuer le processus, si on veut. Donc, on a aussi un impact environnemental sur ce mode de consommation qu'on a, sur notre rapport à l'alimentation. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça. On a vu la partie amont, très impactante. Donc là, tu nous l'as très bien détaillé. On est passé à la transformation, donc les impacts plutôt en phase de fabrication, puis transport. Là, on voit que le lien client et fabricant est important pour aller vers des solutions moins impactantes. Et je crois qu'il nous reste un dernier petit sujet, mais qui est un peu transversal, je crois, à l'ensemble du cycle de vie. Ouais, tout à fait. On va parler des pertes alimentaires et des gaspillages. Alors, petite nuance entre les deux termes. Les pertes, c'est en fait ce qui va être involontaire, ce qui va être perdu dans la chaîne de valeur, mais qui va pas être consommable du coup. Et le gaspillage, ça va être plus particulièrement un, un produit qui va être consommable, mais qu'on va décider de jeter parce que la DLUO est passée ou parce qu'il y a un aspect qui est pas forcément attrayant. Et donc c'est plutôt un volontaire, mais le produit était quand même destiné, aurait pu nourrir quelqu'un, entre guillemets, pour résumer, hein, bien sûr. Et donc, en fait, ces phénomènes, on les retrouve un peu tout au long du cycle de vie. On en retrouve à la phase amont, forcément. Quand on cultive, on a forcément des pertes involontaires. On en retrouve également à la transformation, phase de qualité qui est importante, puisque voilà, l'objectif, c'est quand même que le produit alimentaire puisse nourrir et n'ait pas de défauts ou de bactéries ou un quelconque défaut à ce niveau-là. Et on en retrouve en fait donc à la production, à la transformation, à la distribution aussi en magasin. On voit depuis des années les quantités de déchets qui sont jetés par les magasins, même si c'est pareil, on baisse et la réglementation essaie de au maximum
faire en sorte que ça diminue, mais il y en a encore beaucoup. Et aussi en phase de consommation, donc directement chez nous, à cause en fait, de divers sujets. Ça peut être des chocs, par exemple, au transport, ça peut être du mauvais stockage, ça peut être lié à plein de choses, mais c'est quand même un enjeu crucial dans le domaine alimentaire, puisque enfin, tout ce qui n'est pas consommé, on va devoir le reproduire quelque part pour pouvoir répondre à cette même fonction, et donc re-impacter de par le nouveau cycle de vie du produit. Donc, c'est une thématique assez cruciale qui est particulière aussi à la filière. Je m'associe à Audrey, tu nous as bien décrit l'ensemble du cycle de vie. Audrey nous dit dans les commentaires que c'est vraiment important de bien comprendre le cycle de vie, les enjeux environnementaux pour être en mesure d'agir. C'est vrai qu'on commence à voir se dessiner des axes d'amélioration grâce à la description précise que tu nous fais du cycle de vie. Donc voilà, c'était juste pour faire cette remarque-là. Du coup, maintenant, on va partir plus sur la phase solution, amélioration. Donc, je te laisse Oui, nous ça marche. expliquer. Merci beaucoup. Oui, c'est ça l'objectif aussi, c'est en fait, de se rendre compte des enjeux environnementaux de la filière à travers toutes les étapes du cycle de vie pour pouvoir justement trouver des stratégies adaptées, trouver des outils qui permettent de répondre justement à ces problématiques-là. C'était pour ça que cette première partie était vraiment destinée à la compréhension des enjeux sur tout le cycle de vie et voir aussi quelles étaient les particularités de la filière, puisque on ne retrouve pas forcément ces enjeux-là sur d'autres types de produits. Et c'était pour ça que c'était important aussi de balayer ces enjeux-là premièrement. Et encore, c'est très synthétisé, bien sûr, puisqu'on n'a qu'une heure de webinaire, malheureusement. Donc, les solutions, l'éco-conception, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça nous apporte cette approche cycle de vie. On prend le recul sur chaque étape que mon produit réalise pour pouvoir exercer sa vie. Et donc, la filière alimentaire est très mature sur ce sujet. Il y a énormément de données, énormément d'études, énormément de sources sur l'impact environnemental de l'alimentation à toutes les échelles, donc à chaque étape du cycle de vie. On a énormément de données. Mais cependant, la terminologie, le terme éco-conception en général fait plus écho à l'emballage de l'alimentaire qu'au produit directement. Et c'est un peu à cause aussi des terminologies qui sont employées. Donc l'éco-conception de base qui a été créée pour du design industriel est bien loin du vivant, des notions vraiment du vivant comme on peut le trouver dans la filière alimentaire. C'est pour ça qu'on a besoin d'une adaptation aussi de l'éco-conception spécifiquement pour la filière, de par justement toutes ces problématiques-là. Et donc le terme éco-conception, concevoir, on ne se dit pas forcément qu'on conçoit un aliment, il s'agirait plutôt d'une recette. Pareil pour le cycle de vie. En général, on fait un cycle de vie pour boucler la boucle et réutiliser la matière et pour refaire un produit. Si on le faisait en alimentaire, ça serait un petit peu dégoûtant. En principe, le produit est consommé. Une fois après, je jette l'emballage et l'emballage peut être, lui, potentiellement réutilisé pour faire un nouvel emballage. Mais l'idée, à la fin de vie du produit alimentaire, c'est au mieux qu'il soit composté et donc qu'il permette de nourrir la terre et donc de refaire le cycle. Voilà, il y a des petites spécificités comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement de parler d'éco-conception dans la filière, d'encourager les entreprises de la filière à se lancer dans l'éco-conception et pas de se dire que c'est juste sur l'emballage qu'il faut le réaliser, mais qu'on peut le faire également sur le produit directement en trouvant des outils adaptés, en trouvant aussi en s'adaptant au niveau de maîtrise de l'entreprise. C'est-à-dire que même si l'entreprise me dit, bah, moi, je ne sais pas du tout comment sont faits mes produits ou d'où ils viennent, il y a des méthodes justement pour adapter ça. Donc, il existe déjà plein d'outils qui permettent de faire de l'éco-conception dans le domaine alimentaire. Il existe des analyses de cycle de vie, donc avec la base de données la plus fournie, la base de données française Agribalis, qui est la plus utilisée sur le territoire. Et on voit aussi des outils se développer en vue de l'affichage environnemental. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est aussi un outil qui a été créé à la base pour un produit manufacturier voilà, qui n'avait pas forcément de lien avec le vivant
dans sa première étape de cycle de vie. Et c'est pour ça qu'on a un peu parfois des limites aussi, mais pareil, là, il y a énormément d'avancées, il y a énormément d'évolution sur le sujet. Mais dans l'analyse de cycle de vie, on va avoir certaines limites, on ne va pas pouvoir quantifier tout, en fait, puisque le vivant est évolutif et que quand on fait une analyse de cycle de vie, on va plutôt se concentrer sur un impact à un instant T en considérant certains critères, mais on n'aura pas forcément de quantification sur la résilience d'un sol, sur l'érosion de la biodiversité, sur des choses évolutives qui seront la conséquence de la culture. Mais parce que vous le voyez au fil de ce qu'on se dit, c'est parce que aussi le vivant est très complexe et c'est très complexe aussi de mesurer l'impact environnemental sur de l'évolutif et sur une terre qui est censée reproduire les années suivantes du vivant. Donc, il y a pas mal de limites aux outils. Il y a aussi l'unité fonctionnelle qui est un poids, donc c'est un choix, c'est très justifié par beaucoup de consensus scientifiques qui se sont accordés à dire que c'était l'unité fonctionnelle peut-être la plus représentative et la plus simple peut-être aussi à prendre en considération, mais elle représente aussi des limites puisque on va se rendre compte qu'un produit qui est composé à 80% d'eau, un produit cuit versus un produit cru, cette phrase est dure à dire, on va avoir un décalage au niveau de l'impact environnemental. Forcément, on aura moins d'impact sur le produit contenant de l'eau pour un même poids que pour un produit cru, par exemple. Mais c'est les limites qu'il peut y avoir à cet outil. Forcément, qui dit outil dit limite, c'est forcé. Mais on peut aussi considérer ces limites en utilisant les outils et en se disant, je vais peut-être pallier ces limites à travers d'autres indicateurs, en ajoutant peut-être de l'analyse, en ajoutant un indicateur sur la souveraineté alimentaire, par exemple. On peut venir ajouter aussi des éléments à ces outils et on peut créer son propre outil. On peut aussi faire en sorte d'essayer de prendre en considération au maximum les enjeux de la filière. Donc, il y a aussi Ecobalise qui sort en vue de l'affichage environnemental. Donc, en fait, les entreprises qui mettent sur le marché les produits alimentaires vont être bientôt contraintes de mettre en place un affichage environnemental. Enfin, contraintes, pas forcément, c'est pas forcément une contrainte, mais vont devoir mettre en place cet affichage environnemental. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est potentiellement le format qui sera retenu, mais rien n'est encore sûr. Si vous voulez plus d'informations, vous avez tous les liens pour vous renvoyer sur le site de l'ADEME. Sur l'éco-concept, vous aurez toutes les sources, tous les liens. Donc, ça pourrait potentiellement à peu près ressembler à ça, mais l'idée, c'est d'avoir un score avec des lettres pour témoigner de l'impact environnemental du produit. Et cet affichage est construit sur un socle ACV avec des indicateurs complémentaires. Et donc, il y a encore, là, au niveau de la Commission européenne, ils doivent encore se mettre d'accord sur quelle stratégie ils vont employer pour cet affichage. On n'a pas encore tellement d'informations sur quelle méthode va être validée complètement. On a déjà quelques idées, mais normalement, on devrait avoir des informations bientôt. Et donc, en fait, ça pousse les entreprises aussi à s'intéresser sur l'impact environnemental de leurs produits, de regarder en fait chaque étape du cycle de vie du produit pour pouvoir justement essayer d'avoir la meilleure note possible en soi. Et c'est pour ça aussi que dans ce sens, il y a des outils qui se développent, des méthodes pour essayer de quantifier l'impact. Alors, il y a des limites forcément, puisqu'on est sur une thématique qui est très complexe, qui intègre aussi beaucoup de choses. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est pas forcément très facile, très évident. Et donc, l'idée, c'est de créer, enfin, pas forcément de créer, mais d'utiliser des outils tout en sachant les enjeux qu'il y a derrière et de considérer aussi la partie amont, puisque c'est là où il y a l'enjeu environnemental principal, disons, c'est là où il y a vraiment le plus fort poids environnemental sur le cycle de vie de mon produit. Donc, c'est important aussi de considérer les stratégies d'amélioration environnementale de l'agriculture, par exemple, avec aussi tout ce qu'on s'est dit, les problématiques qu'il pourrait y avoir, les problématiques économiques, les problématiques sociales, puisqu'on est en lien direct avec l'agriculteur si jamais on décide de mettre en place des stratégies à ce niveau-là. Et donc, il y a vraiment des choses
très importantes à considérer également. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand on se lance dans des stratégies pour réduire l'impact environnemental, qu'on ait en tête un peu tous ces enjeux. Et donc, le pôle, par exemple, a développé un outil justement d'amélioration continue dans ce sens, avec une partie amont agricole. Mais chaque enjeu dépend en fait de la culture, dépend du type d'élevage, dépend de comment. Donc en fait, c'est très compliqué de faire un outil standard en fait. Et donc, il faut s'appliquer forcément à chaque fois à la problématique de l'entreprise, du produit. Par exemple, si je passe entre un champ de carottes et un champ de pommes de terre, mes stratégies pour pouvoir diminuer l'impact environnemental, admettons si j'ai envie de me lancer par là-bas, vont être très différentes du fait que les cultures soient différentes et on ne cultive pas forcément de la même façon, on ne fait pas les mêmes apports, on n'a pas les mêmes façons de produire. Donc, ce qui est intéressant dans l'outil, par exemple, qu'on a développé au pôle, c'est que c'est spécifique en fonction aussi du mode de culture, mais c'est assez complexe aussi de faire un outil qui est standardisé parce que vous comprenez bien que voilà, en fait, chaque, chaque mode de culture a ses enjeux et donc il faut vraiment essayer de trouver quelque chose de spécifique et qui n'oublie pas des thématiques importantes. Donc l'outil, là, c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir en fait des indicateurs environnementaux très importants, cruciaux, et d'avoir des stratégies à côté et de voir si les stratégies répondent aux enjeux environnementaux cruciaux. Et donc, d'essayer de se dire, bon, bah, si on met cette stratégie en place là, on réduit l'impact environnemental, on augmente la souveraineté alimentaire, on peut aller plus ou moins loin dans ces indicateurs-là. Donc, on peut faire énormément de choses, on a énormément de données. C'est très dur de faire un outil standard puisque voilà, il y a vraiment énormément de particularités. C'est intéressant aussi de donner une approche territoriale, surtout pour ce type de produit. On peut lier aussi à une autre biais de l'économie circulaire, qui est l'écologie industrielle et territoriale, le IT. Par exemple, c'est de boucler les flux entre acteurs et de se dire, bah, mon usine de transformation qu'il y a autour de moi, est-ce que je peux mutualiser les flux? Est-ce que je peux essayer de donner voilà, une dynamique territoriale en se disant, bah, mes coproduits, ils vont peut-être potentiellement servir à la parcelle un peu plus loin pour justement en termes d'engrais organiques ou quoi. On peut imaginer aussi de se dire qu'on fait de l'éco-conception, on a cette approche produit, mais de prendre un peu de recul et d'intégrer aussi une approche territoriale qui est très importante et qui est complémentaire avec des approches donc territoriales, mais aussi des approches organismes. On parlait tout à l'heure à l'échelle de l'usine, si on veut diminuer l'impact environnemental d'une usine et on va se placer plutôt sur une approche système, donc une approche usine, on va regarder les consommations d'eau, les consommations d'énergie, les quantités de déchets générés. Et donc, c'est important de coupler cette approche produit, système, territoire, pour pouvoir diminuer l'impact environnemental globalement. Et pour beaucoup d'entreprises, en fait, ils n'ont pas forcément la main sur ce qui est fait sur l'amont agricole. Ça va être des coopératives d'agriculteurs. Ils ne vont pas avoir forcément la main sur quelles stratégies sur l'amont sont réalisées. Ou même parfois, ça peut être, pas forcément la main sur la conception, disons, employer ce terme. Mais ils vont plutôt faire de l'éco-sélection et de la même manière, on peut avoir des stratégies adaptées à la chaîne de valeur qui nous permettent de trouver des indicateurs, trouver des KPIs qui vont nous permettre de diminuer l'impact environnemental peut-être en posant des questions aux fournisseurs de manière à ce qu'il y ait un contrôle ou potentiellement juste une ligne certifiée avec une preuve. C'est aussi, là, dans l'outil qu'on a développé au pôle, l'objectif, c'est de montrer que même si on n'a pas la main sur toute la chaîne de valeur, on peut quand même agir. Alors, je reviens sur un point, je refais un peu un peu de recul sur tout ce que tu viens de nous présenter. Donc, tu nous présentes un petit peu des contenus et des éléments que vous pourrez télécharger dans un éco-concept. Donc, d'abord, la partie présentation des enjeux environnementaux. Après, présentation des différents savoir-faire. Voilà, quelles sont les solutions
d'éco-conception pour cette typologie de produits-là. Et je crois aussi que dans l'éco-concept, il y aura un retour d'expérience qui mettra en avant comment une entreprise met en œuvre l'éco-conception vraiment dans cette filière qui a ses caractéristiques propres. Oui, alors dans l'éco-concept, vous pourrez lire, un retour d'expérience. Alors c'est celui de Valrhona, qui est une entreprise qui fait du chocolat. Donc on voit un peu comment eux se sont lancés dans l'éco-conception, comment ils ont débuté dedans, comment ils l'ont déployé, dans leur organisme et comment maintenant c'est devenu, systématique en fait, de réfléchir au cycle de vie du produit, avant de commercialiser leur chocolat. Et donc tout a commencé quand, c'était leur RSE qui s'est intéressé à la thématique. Ils se sont dit: «Alors, on va faire quelques analyses de cycle de vie sur nos produits». Ils se sont rapidement rendus compte que le cacao représentait une part énorme de leur impact environnemental et c'était dans le cadre d'une filière durable qu'ils ont voulu travailler justement, sur la réduction d'impact, au niveau du cacao et donc ils sont allés, chercher des stratégies pour pouvoir, diminuer l'impact, que ce soit au niveau des intrants, au niveau de la consommation d'eau, le lien avec les agriculteurs, ce qui a une dynamique très sociale aussi dans ce cas-là et donc ils ont réussi, comme ça à avoir déjà, augmenter leur traçabilité et diminuer l'impact, sur l'amont de leur production et ils sont pas arrêtés là, ils se sont dit qu'ils allaient vouloir aussi, diminuer la liste d'ingrédients de leurs produits au maximum pour avoir vraiment la main sur chaque ingrédient et pouvoir faire en sorte de trouver, des stratégies sur chaque ingrédient également et c'est devenu après un peu un réflexe chez eux pour, de réfléchir à l'impact environnemental de leurs produits et d'essayer de minimiser au maximum. Donc vous pourrez lire, ce petit retour d'expérience, dans l'éco-concept avec, comme une sorte d'interview, sur, justement, comment ils ont mis en place l'éco-conception au sein de leur structure. C'est toujours intéressant d'avoir des éléments concrets d'entreprises qui se lancent, dans ces démarches-là. Donc je vous invite, à aller lire, cet éco-concept. Je te laisse passer la slide suivante et puis on prendra les questions et après on conclura. Les éco-concepts, comme l'a dit Louise et comme on l'a répété plusieurs fois, c'est des documents qui vont décrire, de manière générale, un concept. Ça peut être, de l'éco-conception dans le textile, la communication environnementale et là, l'éco-conception, dans le monde alimentaire. L'idée, c'est de décrire, les enjeux environnementaux, les différents cycles de vie, les savoir-faire. Qu'est-ce qui, va dans le sens de la réduction des impacts et qui se fait fréquemment pour ces typologies de produits? Qu'est-ce qui est intéressant de réaliser? Et d'illustrer tout ça par un retour d'expérience, un exemple d'une entreprise, d'un exercice, un cas pratique qui permet vraiment de comprendre, le concept qu'on souhaite expliquer. Donc vous aurez en lien, la possibilité d'accéder aux documents, rédigés, par Louise, donc là, on vous a présenté, pendant le webinaire et je te laisse remettre peut-être tout simplement la slide du tout début, non? La toute première, je passerai là-dessus après. La slide, du tout début, très bien. Du coup, l'idée, c'est maintenant qu'on passe sur certaines des questions et remarques qui ont pu être, évoquées pendant la présentation. Alors d'abord, je vais repasser sur quelques remarques, notamment, il y a un des participants qui nous a transmis des nouveaux, résultats concernant le gaspillage. Quelles sont les répartitions, les différents gaspillages? Donc voilà, d'une étude qui existe dessus, donc ça serait peut-être une possibilité du coup de rechanger un petit peu les chiffres, qui sont peut-être un petit peu différents des nôtres, mais qui nous Oui, ont permis de mettre en avant, ce sujet. mais je crois que c'est des chiffres de Heu, 2019, il me semble, c'est vrai que j'aurais pu prendre des chiffres plus actuels. Vous avez les sources, dans l'éco-concept que j'ai utilisé. mmh, donc on nous a transmis ce petit lien, comme ça on aura aussi, Ouais, on top. pourra mettre à jour ces petits points. Qu'est-ce que je regarde en même temps les autres points?
Il y a quelques questions. On va passer tout de suite par des questions. Est-ce que l'affichage environnemental pourrait être confus avec le Nutri-Score par le consommateur? Est-ce qu'il y aurait un peu une incompréhension possible entre ces deux sujets? Alors, c'est possible. Après, j'ai pas la main pour vous dire. Je pense qu'il y a des analyses, j'imagine, de marketing qui ont été faites un peu sur les scores. Ça ressemble beaucoup au Nutri-Score. Déjà, le Nutri-Score, pour certains, c'est pas forcément toujours clair. Il s'agit vraiment d'un score purement nutritif. Mais là, d'ajouter un nouveau score, est-ce que certaines personnes vont peut-être je ne sais pas vraiment vous dire quels sera les débouchés de cet affichage. Est-ce qu'il va y avoir de la confusion? Est-ce que ça va être plutôt clair? Comment ça va être ramené? Comment le consommateur, le client va être sensibilisé à ce sujet-là? Je ne sais pas vous dire pour ça. Et je Moi, pense que l'ADEME met je peux aussi apporter beaucoup une de... brique de réponse. Je peux apporter une brique de réponse parce j'avais été consulté, moi, du coup, ma spécialité, c'est plus la communication environnementale. Et j'avais été consulté pour tous les types d'affichages environnementaux qui vont être mis en place. Et dans le cadre des consultations, chaque visuel, manière de présenter les résultats d'impact environnementaux, les scores environnementaux pour les différentes typologies de produits, chaque affichage est analysé pour voir si justement il ne va pas porter confusion par rapport à d'autres scores ou affichages existants. Et chaque analyse est faite pour correspondre à la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'affichage, c'est quelque chose qui se développe à la fois sur le textile, l'ameublement, l'agroalimentaire, les cosmétiques, enfin voilà, tout un tas de secteurs. Et chacun de ces secteurs risque d'avoir un mode d'affichage un petit peu différent qui correspond au code de ces marchés et qui doit permettre d'être différenciant par rapport à ce qui existe déjà et d'être bien compris par les consommateurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien quelque chose qui est pris en compte et qui est dans la tête dans le cadre du développement des visuels, notamment d'affichage environnementaux. Une remarque sur Ecobalise qui est plutôt français. Est-ce qu'il est pris en compte au niveau européen à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a un score équivalent, une base de données équivalente qui est développée au niveau européen pour un affichage environnemental européen? Alors, je sais que la base de données Agribalise est utilisée de manière européenne, puisque c'est quand même une base très très fournie et qui est constamment en train d'être enrichie. Le logiciel Ecobalise, alors, sur le site de la République française. Donc, et pour l'instant, je pense qu'il est plutôt français. Et c'est en vue justement du futur affichage environnemental. Et c'est bien inscrit sur le site que c'est encore en construction. Donc, ils n'ont pas encore terminé en fait le site, mais il y a déjà une première version accessible pour avoir accès justement à ce premier axe que sera l'affichage environnemental, ce premier niveau. Donc, je ne sais pas vous dire dans le détail dans les autres pays comment ça se matérialise, comment ils se préparent à l'affichage environnemental. Est-ce que eux aussi ont cet outil-là ou est-ce qu'ils développent une interface un peu différente? Je pense qu'il y a quand même vraiment beaucoup de travaux communs sur le sujet. Donc, la Commission européenne est censée aller dans le même sens. Donc, à mon avis, il n'y aurait pas trop de surprises à ce niveau-là. Mais j'avoue que là, Autre pour qui plus Oui, d'informations, il faut voir aussi ce que publie l'ADEME de manière assez continue sur le sujet, voilà, pour être vraiment à jour là-dessus. merci pour les réponses. Autre question, au niveau de l'outil développé par le pôle éco-conception, quel type d'outil c'est? Est-ce que c'est, je vais préciser peut-être un peu et définir la question. Est-ce que c'est plutôt, un outil d'analyse de cycle de vie? Est-ce que c'est plutôt un outil d'évaluation environnementale qualitatif? Et est-ce qu'il prend en compte l'ensemble du cycle de vie, des produits analysés? Voilà, alors l'outil n'est pas du tout destiné à quantifier un impact, mais juste à, entre guillemets, trouver les stratégies d'amélioration. Donc, c'est un outil qui référence
plein de stratégies pour des grandes catégories de produits. Donc, les grandes catégories de produits, ça sera peut-être, ce sera l'élevage, par exemple, ça sera la pêche et la pisciculture. En fait, c'est regroupé par l'amont agricole qui est spécifique. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une énumération de stratégies qui permet de répondre à des enjeux environnementaux cruciaux et de se situer sur quelles stratégies sont mises en œuvre sur mon produit, de l'amont agricole jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, on passe par la transformation. On a aussi des réflexions sur la distribution. Donc, comment mon produit est en magasin, est-ce que je peux diminuer l'impact environnemental de mon magasin et la mise sur le marché de mon produit. Et il y a aussi des réflexions sur la logistique, sur l'emballage également. Et l'idée, c'est d'avoir plein de stratégies et d'avoir un score à la fin de combien de stratégies je mets en œuvre, moi en tant qu'entreprise, pour avoir un peu se situer avec un score et pour pouvoir s'améliorer par la suite et se dire, bah, en fait, je sais quelle stratégie je peux mettre en œuvre pour diminuer mon impact environnemental, pour améliorer ma souveraineté, pour améliorer ma biodiversité, mes ressources, etc. C'est un peu l'idée de l'outil. C'est plus un outil d'amélioration. Il n'y a pas du tout de quantification d'impact, justement. Je trouve que c'est pas forcément toujours nécessaire de quantifier l'impact vraiment, mais on peut le faire de manière plus qualitative avec justement en intégrant des enjeux environnementaux importants et en se basant sur d'autres choses. Merci. Je regarde en même temps les autres questions. Donc, on a eu un retour sur l'affichage environnemental européen coordonné entre 3 pays, dont la France. Voilà. Donc, c'est un travail qui est en cours. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Au niveau de... Alors là, j'ai 2 publications scientifiques, j'essaie de comprendre. Est-ce que cet outil qui est présenté reprend l'ancien outil checklist qu'il y avait dans l'ancien guide agroalimentaire du pôle éco-conception, ou est-ce qu'il va plus loin? Il va beaucoup plus loin. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans chaque étape du cycle de vie. Si on prend les stratégies sur l'amont agricole, ça va vraiment être purement des stratégies agronomiques. Donc, on va retrouver potentiellement la mise en place de prairies permanentes ou éviter le retournement de prairies, par exemple. C'est le cas que j'ai, par exemple, pour l'élevage, mais ça peut être aussi mettre en place des légumineuses pour fixer l'azote atmosphérique. Enfin, c'est vraiment plus loin. En fait, l'idée de cet outil, c'est vraiment d'avoir des indicateurs pour pouvoir avoir une action concrète derrière et aussi un indicateur pour pouvoir se dire oui, non. Et se dire si l'action est mise en place ou non. Donc, c'est tout l'enjeu aussi et toute la difficulté, c'est de trouver des indicateurs qui peuvent être comme ça répondus sous forme de oui, non ou un petit peu. Et donc, non, c'est des stratégies qui vont beaucoup plus loin que la checklist qu'on a actuellement au pôle. Et je vois aussi une question si l'outil est accessible sur le site. Il est pas accessible. C'est plutôt, on va le faire sous forme d'accompagnement. La volonté, c'est quand même de garder un peu la maîtrise sur comment il est utilisé parce que utiliser peut-être sans savoir comment il a été construit, ça peut aussi emmener à quelques dérives. Donc pour le moment, on se dit qu'on va potentiellement plus nous accompagner sur cet outil ou présenter, mais on va quand même le garder voilà, à travers les accompagnements. Il n'est pas autoporteur et aujourd'hui, il nécessite vraiment d'une expertise et d'une personne qui prenne l'entreprise, qui aide l'entreprise et qui s'appuie sur l'outil et qui travaille avec l'outil pour l'entreprise. Tout à fait, puisque Merci d'une Louise. entreprise qui fait par exemple des Mm. biscuits et d'une entreprise qui fait du lait, les enjeux ne seront pas du tout les mêmes et du coup, l'outil va potentiellement bien s'impliquer ou alors il va falloir rajouter des petites choses, etc. Et pour l'instant, pas de formation prévue sur cet outil. Mais s'il y a des demandes ou autres, comme on le dit, l'outil n'est pas autoporteur, donc on ne peut pas former encore. On n'a pas encore envisagé de former des personnes pour l'utiliser directement. Mais si on sent derrière qu'il y a un besoin et que c'est intéressant, eh ben, on pourra, j'imagine, l'envisager à l'avenir.
Oui, tout à fait. C'est très nouveau, hein. C'est pour ça aussi que on n'est pas encore là. Globalement, on a répondu aux différentes questions. Il y a eu quelques éléments, quelques partages d'informations, un peu pour tout le monde, voilà, sur des documents complémentaires ou autres auxquels on peut faire référence. Donc ça, je ne reviens pas forcément, dessus. Ce que je te propose rapidement, Louise, c'est de remettre le support, si Mmh. tu peux, que je fasse les quelques dernières slides de présentation. Hem C'est reparti du début, et excusez-moi. ben, on le fait en complet, on le reprend au total. Je vais y arriver, hop, c'est ici. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on a encore on a toujours quelques événements, communications qui arrivent et pour vous faire un petit point sur ce qui va y arriver. Là, pourquoi est-ce que je ne revois pas les mois? Si, c'est Janvier. bon, on est tout bon. Ouais, pourtant il est écrit en gros, hein. Le jeudi 11 janvier, on a, une formation sur le Serious Game éco-conception Inspiration en présentiel. Formation d'animateur éco-conception qui va commencer à partir, du 16 janvier. Alors c'est une formation, de 7 jours, dans lequel on va former des personnes pour qu'ils deviennent animateurs éco-conception au sein de leurs différentes structures. Ça reprend, tout ce qui est tous les prérequis, pour faire de l'éco-conception. On reprend toutes les étapes de la démarche d'éco-conception avec à chaque fois des ateliers, des exercices et des contenus, pour que les personnes puissent, les réaliser derrière au sein de leur entreprise. Et autour de ça, on demande à chacun des participants de réaliser un diagnostic éco-conception au sein de leur entreprise ou d'entreprises avec lesquelles ils travaillent pour être évalués. Donc, ils auront un dossier à créer pour ensuite être évalués devant un jury avec aussi une présentation devant ce jury. Donc, c'est vraiment une formation complète avec une certification Pôle éco-conception. Le mardi 23, il y a pas mal d'actu. Notre module, sur la thématique, de la découverte de l'éco-conception, module numéro 1 pour comprendre ce que c'est que l'éco-conception. Notre module numéro 2 sur la démarche d'éco-conception qui sont des modules de formation en ligne et donc, voilà, vous pouvez participer à distance. Et le jeudi 25 janvier, les modules qui suivent, sur, plutôt la méthodologie ACV. Et donc les outils d'ACV, donc notre module numéro 3 et notre module numéro 4 sur les services, l'éco-conception de services. Donc on a un module dédié à cette thématique-là. Voilà en gros, pour les, différentes actus et ce qui va arriver, en janvier. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Il est midi. Ce que je vous propose tout simplement, c'est, déjà de remercier Louise, pour cette présentation, vraiment complète. On met à disposition l'éco-concept pour, avoir une version papier et un document écrit, pour rentrer dans le détail de cette thématique. Et donc voilà, on vous remercie à tous. Merci Louise, merci tout le monde, pour votre participation et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous.